Alors que nous entrons dans les dernières étapes de la vie, vous êtes-vous déjà demandé où vous pourriez trouver la paix et le bonheur? Devriez-vous suivre la tradition ancestrale de vivre avec vos enfants et petits-enfants ou tracer votre propre chemin en maintenant votre indépendance pendant vos années dorées? Les histoires ci-dessous offrent des perspectives nouvelles qui touchent l'âme, encourageant une réflexion sur ce que signifie vraiment vivre une vie épanouie à un âge avancé. Écoutons, ressentons et découvrons nos propres réponses pour trouver une véritable paix et un bonheur authentique dans nos années de maturité. La première histoire, vivre avec vos enfants. L'histoire illustre les défis d'une cohabitation intergénérationnelle, même lorsque les intentions initiales sont pleines de bonne volonté. Les différences culturelles, les attentes générationnelles et les modes de vie modernes peuvent créer des tensions et des conflits, même dans les familles unies. Dans ce cas, bien que les parents aient espéré trouver l'harmonie en vivant avec leurs fils et leurs belles-filles, les différences de valeurs et de pratiques ont conduit à un déséquilibre relationnel. La cohabitation peut offrir des avantages, comme un soutien mutuel et un sentiment de communauté, mais elle exige également une communication ouverte et une flexibilité des deux côtés. Cette histoire met en lumière la nécessité de trouver un équilibre entre le respect des traditions et l'adaptation aux réalités modernes pour maintenir des relations familiales harmonieuses. Alors que la situation s'aggravait, mon frère se retrouvait souvent au milieu, essayant de jouer les médiateurs entre sa femme et nos parents. La frustration a éclaté en dispute et finalement, mon frère et sa femme ont décidé de déménager. Bien que toutes les familles ne rencontrent pas de tels conflits, vivre ensemble peut parfois conduire à des malentendus et des tensions, en particulier lorsque des différences générationnelles entrent en jeu. D'un autre côté, il y a des familles comme celle de Monsieur Q, où la vie multigénérationnelle a été une source de joie et de réconfort. Monsieur Q et sa femme vivent avec 18 enfants et petits-enfants dans une communauté soudée. Bien qu'ils aient des cuisines séparées, chaque soir, ils se rassemblent pour partager repas et conversations, renforçant ainsi leurs liens. Même les membres de la famille qui vivent ailleurs considèrent la maison des parents comme leur véritable refuge, un endroit pour se ressourcer après de longues journées de travail épuisantes. Chaque semaine, la famille organise une réunion pour renforcer leur connexion et partager leur quotidien. Monsieur Q estime que la plus grande récompense de vivre avec ses enfants et petits-enfants est la tranquillité d'esprit qui vient de les voir heureux et de pouvoir leur offrir soutien et conseils au quotidien. Pour de nombreux parents âgés, le désir de vivre avec leurs enfants découle du besoin de proximité émotionnelle et du réconfort de la vie familiale, en particulier à mesure que la santé décline et que les cercles sociaux se rétrécissent avec l'âge. La peur de la solitude à un âge avancé est bien réelle. Cependant, si les enfants ne sont pas véritablement attentionnés, la proximité ne suffit pas toujours à améliorer la relation. Certaines personnes âgées préfèrent vivre à proximité plutôt que dans la même maison, ce qui leur permet de maintenir leur indépendance tout en restant suffisamment proches pour des visites régulières et des soins. Cet arrangement peut réduire les conflits intergénérationnels tout en offrant le soutien et la connexion dont les parents et les enfants ont besoin. En fin de compte, le choix du lieu de vie à un âge avancé est profondément personnel et devrait être guidé par ce qui apporte le plus de paix et de bonheur à chaque individu. La deuxième histoire, trouver du réconfort dans l'indépendance. L'histoire de M. V et Mme N illustre l'importance de trouver du réconfort dans l'indépendance. Parents de 2 fils, ils ont surpris beaucoup de monde en choisissant de ne pas vivre avec l'un ou l'autre d'eux. Bien que leurs 2 fils résident et travaillent à Hanoï, M. V et Mme N ont encouragé chacun à établir son propre foyer au moment de leur mariage. Mme N, ayant elle-même été belle-fille, comprenait parfaitement les défis de vivre sous le même toit que les beaux-parents. Cette expérience a façonné leur conviction qu'une fois marié, un fils devrait avoir sa propre maison. Il y a 3 ans, lorsque leur fils cadet s'est marié, mais n'avait pas encore économisé assez pour acheter son propre logement, il a demandé à rester temporairement avec ses parents. Madame N a accepté, mais à une condition.
Il ne pouvait rester que 3 mois. Si après ce délai, il n'avait pas acheté de maison, il devait trouver une location. Ce n'est pas une question de sévérité, a expliqué Madame N, mais de penser à leur avenir. Différentes générations ont des modes de vie différents, et vivre ensemble trop longtemps peut inévitablement conduire à des conflits. Désormais, leur fils aîné vit à environ 10 kilomètres, ce qui est pratique pour ses trajets quotidiens, tandis que le plus jeune a acheté un appartement juste à côté de chez ses parents. Le week-end, toute la famille se réunit chez Monsieur V et Madame N pour partager des repas, des rires et du temps ensemble. Lorsqu'on leur demande s'ils envisageraient de vivre avec leurs enfants en vieillissant, Madame N répond avec assurance « Nous prévoyons de vendre cette maison de 4 étages et d'utiliser la moitié de l'argent pour acheter un appartement plus petit, plus facile à gérer. Le reste ira à notre retraite. Si nous devenons trop fragiles, nous embaucherons de l'aide ou envisagerons une résidence pour personnes âgées. Mais nous ne voulons pas être un fardeau pour nos enfants. » De même, Madame L a choisi de vivre de manière indépendante, séparée de ses fils. Ses 2 fils adultes, tous 2 mariés, l'encouragent souvent à venir vivre avec eux, à quitter la grande maison familiale où elle vit seule. Pourtant, Madame L reste inébranlable. En vivant à la campagne, dit-elle, j'ai des amis avec qui socialiser et j'apprécie la liberté. En ville, ce ne sont que des portes qui s'ouvrent et se ferment, jour après jour, avec peu d'interaction. Lorsqu'elle rend visite à ses fils en ville, Madame L remarque leur routine. Ils partent le matin, rentrent tard le soir et se plongent dans leurs ordinateurs ou téléphones. Leur seule interaction avec elle se limite à un salut rapide en partant et en rentrant. La vie citadine, avec son rythme effréné et sa méfiance envers les inconnus, ne lui convient pas. Qu'ils vivent leur vie comme ils l'entendent, dit-elle, tandis que je continue à profiter du mode de vie villageois. Si je tombe malade, je sais qu'ils ne pourront pas s'occuper de moi 24 heures sur 24. Mon aide sera quelqu'un que j'engagerai, et cela me convient. Mes fils peuvent me rendre visite de temps en temps, et cela suffit. Ces histoires reflètent une tendance croissante. Le monde moderne s'éloigne progressivement du modèle traditionnel de la famille multigénérationnelle. De plus en plus de seniors choisissent de prendre en main leur propre vie durant leurs années dorées, plutôt que de dépendre de leurs enfants. Ils préfèrent vivre de manière indépendante ou à proximité, mais pas sous le même toit. Ces parents se sont préparés pour la vieillesse, décidant dès le départ de vivre séparément dès que leurs enfants fondent leur propre famille. Ils offrent du soutien si nécessaire, mais sinon, ils maintiennent le contrôle sur leur propre vie. Manger, voyager, socialiser et même choisir des résidences pour seniors si cela leur convient. Et cela, selon eux, garantit une vie plus épanouissante et harmonieuse pour tous les membres de la famille. La 3e histoire, accepter la vie de senior dans une maison de retraite. L'histoire de Madame M illustre le choix audacieux d'embrasser la vie en maison de retraite. Après le décès de son mari, elle a pris la décision de vendre sa maison et d'utiliser sa pension pour emménager dans une maison de retraite privée. Ce choix a choqué ses enfants, qui trouvaient inhabituel, voire honteux, que leur mère vive en maison de retraite alors qu'elle avait une famille pour s'occuper d'elle. Ils craignaient que cela ne reflète mal sur eux, comme s'ils négligeaient leur devoir de prendre soin d'elle dans sa vieillesse. Mais Madame M a calmement expliqué ses raisons à ses enfants. Elle savait qu'à son âge, son mode de vie n'était plus aligné avec les vies modernes et occupé de ses enfants et petits-enfants. Vivre ensemble, selon elle, n'apporterait qu'inconvénients et inconfort aux 2 générations. Elle se sentirait seule toute la journée dans une maison vide, tandis que ses enfants seraient au travail, et il n'y avait pas de voisins de son âge dans leur complexe urbain. En maison de retraite, elle a trouvé de la compagnie avec d'autres de son âge, des repas préparés pour elle, et ses enfants pouvaient lui rendre visite à leur convenance. Cet arrangement a permis à elle et à ses enfants de vivre en paix, chacun dans un lieu où ils pouvaient s'épanouir. Au début, ses enfants se sentaient coupables de sa décision, mais en voyant à quel point elle était heureuse et en bonne santé en maison de retraite, leurs inquiétudes se sont dissipées. Pendant les fêtes, Madame M passait quelques semaines avec sa famille
avant de retourner à la maison de retraite. Lorsqu'elle rendait visite à des amis vivant encore avec leurs enfants, elle partageait ses expériences positives et les encourageait même à envisager la même voie. L'histoire de M. V reflète également le choix courageux et réfléchi de vivre dans une maison de retraite pour retrouver une vie plus épanouie. À 70 ans, après le décès de sa femme, M. V a décidé d'utiliser sa pension militaire pour s'installer dans une maison de retraite plutôt que de suivre son fils unique en ville. Ce dernier, marié et père de famille, avait déménagé pour des raisons professionnelles. Bien que monsieur avait d'abord prévu de vivre seul dans sa maison à la campagne, ses enfants ont insisté pour qu'il les rejoigne en ville, espérant lui offrir un meilleur soutien. À contre-cœur, monsieur V a accepté, mais après près de 2 ans, il s'est rendu compte qu'il n'était pas heureux. Il passait ses journées devant la télévision, sans interaction sociale et sans liberté de vivre selon ses souhaits. Sa vie en ville, bien que confortable, ressemblait à une cage dorée. Souffrant de la maladie de Parkinson, M. V a un jour regardé une émission télévisée sur les maisons de retraite et a décidé d'explorer cette option en ligne. Ce qu'il a découvert l'a convaincu qu'une maison de retraite pourrait lui offrir un environnement adapté, avec les soins nécessaires et les interactions sociales qu'il recherchait. Il a alors demandé à ses enfants de lui permettre d'essayer la vie en maison de retraite pendant quelques mois. Bien que réticents au départ, ils ont accepté. À la surprise générale, l'état de santé de M. V s'est amélioré. Il s'épanouissait dans la compagnie des autres résidents et bénéficiait de soins quotidiens adaptés à ses besoins. Finalement, il a décidé de s'installer définitivement en maison de retraite, utilisant sa pension pour couvrir les frais. Ses enfants, initialement inquiets et coupables, se sont sentis soulagés de voir leur père heureux et bien pris en charge, sans le stress quotidien de devoir cuisiner ou gérer ses soins. Il fut un temps où envoyer ses parents âgés en maison de retraite était considéré comme un abandon, un manquement aux valeurs familiales. Cependant, la réalité évolue. De plus en plus de seniors choisissent eux-mêmes de vivre en maison de retraite. Certains y vont parce qu'ils sont seuls, d'autres parce que leurs enfants sont trop occupés pour leur fournir les soins nécessaires, et d'autres encore cherchent simplement un lieu paisible pour profiter de leurs années dorées. Ce qui importe le plus, c'est qu'ils se sentent heureux et épanouis dans leurs décisions. Chers amis, décider où passer vos années de vieillesse est un choix profondément personnel, qui varie selon chaque famille et situation. Que vous choisissiez de vivre avec vos enfants ou de manière indépendante, l'essence de la vie senior réside dans la joie, la santé et le maintien des valeurs qui définissent votre famille. Les parents peuvent vivre ensemble ou séparément, selon ce qui leur convient le mieux. Il n'est pas nécessaire d'imposer l'attente traditionnelle selon laquelle les enfants doivent s'occuper de leurs parents âgés à domicile. Parfois, les parents peuvent trouver une véritable paix et un confort dans un cadre différent. La vie senior ne consiste pas à dépendre de vos enfants, mais à trouver la paix, la joie et la satisfaction au quotidien. Que vous choisissiez de vivre avec vos enfants, seul ou en maison de retraite, l'essentiel est que chaque senior vive la vie qu'il ou elle désire, en préservant ses valeurs familiales et sa dignité personnelle. Rappelez-vous que le vieillissement n'est pas une fin, mais un nouveau chapitre rempli de sens, où vous pouvez savourer chaque moment avec un véritable contentement et bonheur. Prenez en main votre parcours et vivez une vie de senior mémorable et épanouissante. Si vous trouvez cette vidéo inspirante et motivante pour passer à l'action, commentez le chiffre 9. Sinon, commentez le chiffre 0. Votre avis compte beaucoup pour nous. Merci pour votre temps précieux. Partie 2. Si votre conjoint décède en premier, la meilleure façon de vivre, 3 choses auxquelles dire non. Vous êtes-vous déjà demandé comment vous feriez face si vous perdiez votre conjoint? La vie peut être imprévisible, et la perte d'un partenaire peut vous laisser un sentiment de vide et de désorientation. Mais que se passerait-il s'il existait des secrets non seulement pour survivre, mais pour s'épanouir après une telle perte? Rejoignez-nous pour découvrir les histoires inspirantes de 3 individus qui ont traversé ce chemin difficile et partager les leçons les plus importantes qu'ils ont apprises. Découvrez comment vous pouvez trouver l'espoir
l'indépendance et le bonheur, même après la perte la plus déchirante. La vie dans ce monde est imprévisible. Vous ne savez jamais combien de temps la personne que vous aimez pourra vous accompagner. Misaki a dit que la vie est comme un train, et tout le monde ne peut vous accompagner qu'une partie du voyage. Quand ils doivent descendre, vous devriez être reconnaissant parce qu'ils ont passé des moments merveilleux avec vous. Si quelqu'un peut vous accompagner tout au long du voyage, vous devriez être encore plus reconnaissant. Avoir un partenaire quand vous êtes jeune et quand vous êtes vieux est une bénédiction, mais tout amour ne peut durer toute une vie. Certains partenaires quittent ce monde tôt à cause d'une maladie ou d'un désastre. Lorsque le conjoint s'en va, la maison devient vide, comme si la vie avait perdu son soutien. Cependant, peu importe à quel point c'est triste ou douloureux, le temps ne s'arrête pour personne et les défunts ne reviendront pas à la vie. Lorsque votre conjoint meurt, vous devez vous guérir tout en vivant bien votre vie. 3 personnes expérimentées partagent leurs histoires personnelles pour dire à leurs amis d'âge moyen et âgé que si votre conjoint part en premier, vous devez refuser de faire 3 choses pour vivre une vie décente dans vos dernières années. Faire cela rendra vos dernières années confortables et agréables. Tâche 1. S'immerger trop longtemps dans un chagrin excessif. Imaginez perdre quelqu'un qui a été à vos côtés pendant la majeure partie de votre vie. Le vide est profond et les souvenirs peuvent être à la fois un réconfort et une source de douleur intense. L'histoire de Calista est une histoire de cœur brisé et de résilience. À 67 ans, elle a affronté la perte inimaginable de son mari et s'est retrouvée à un carrefour. Comment continuer quand la personne que vous aimez le plus n'est plus là? Le parcours de Calista, de son désespoir à la découverte d'un nouveau sens à sa vie, est un témoignage de la force de l'esprit humain. Son histoire ne parle pas seulement de deuil, mais aussi de redécouverte de l'espoir et d'apprentissage pour vivre à nouveau. Rejoignez-nous pour plonger dans son récit émouvant et découvrir comment, même dans les moments les plus sombres, il est possible de trouver de la lumière et du sens. Calista, 67 ans, a déclaré « Quand j'avais 64 ans, mon mari est décédé. Chaque fois que je repense à l'époque où il venait de partir, j'ai encore du mal à l'accepter. Pendant ces jours-là, j'étais comme un cadavre ambulant, ressentant que la vie n'avait aucun sens. De nombreuses fois, j'ai pensé qu'il vaudrait mieux que je le rejoigne. Je pleurais souvent jusqu'à m'endormir, surtout la nuit, où je ne pouvais pas dormir pendant des nuits entières. En regardant le grand lit double où je me retrouvais seul, il était inévitable de ressentir de la tristesse. Mais chaque fois que je regardais nos vieilles photos, souriant si joyeusement, je pensais que je devrais peut-être persister un peu plus longtemps. Mon mari ne voudrait pas que je vive comme ça. Peu importe à quel point j'étais triste, les larmes ne le ramèneraient pas. Alors, j'ai continué à être triste, à vivre bien et à le laisser dans un autre monde, se sentir en paix, c'est ce que je devrais faire. Calista a finalement compris. En effet, la séparation entre la vie et la mort est la chose la plus triste au monde. Mais les défunts sont partis et les vivants continuent. Peu importe à quel point le passé était heureux ou les souvenirs doux, vous ne pouvez pas toujours vivre dans le passé et négliger la beauté du présent et les espoirs du futur. Apprendre à regarder vers l'avenir et à bien vivre le présent n'est pas seulement un devoir envers soi-même, mais aussi une façon de permettre au conjoint décédé de reposer en paix. Lorsque le conjoint s'en va en premier, restez calme, réconfortez-vous, prenez bien soin de votre santé, gardez l'esprit clair et ne laissez pas le chagrin vous envahir. Adaptez lentement votre état d'esprit, retrouvez confiance et vivez une vie autonome et forte. Remontez le moral, mangez quand vous le voulez, dormez quand vous le pouvez, promenez-vous dans le parc et marchez dans les rues. Ne dépendez pas des autres. Apprenez à apprécier la solitude avec élégance et sagesse, nourrissant votre monde spirituel et votre solitude comme si vous dégustiez un vin vieilli, savourant votre vie infinie. Quand vous vous sentez seul, vous pouvez consulter des amis, parler de tout et trouver de la joie dans la solitude. De cette manière, les années de solitude seront toujours agréables. Faire face à la perte d'un partenaire de toute une vie est l'une des expériences les plus difficiles que quiconque puisse affronter. L'histoire de Calista
met en lumière pourquoi il est si important de discuter et de comprendre ce sujet. Premièrement, son expérience montre que le chagrin est une émotion universelle qui ne fait pas de distinction d'âge, d'origine ou de culture. Elle nous rappelle que ressentir une profonde tristesse et de la solitude après la perte d'un être cher est normal et constitue une expérience humaine partagée. Cette compréhension peut aider les gens à se sentir moins isolés dans leur deuil, sachant que d'autres ont traversé des épreuves similaires. Deuxièmement, le parcours de Calista, allant du désespoir à la découverte d'un nouveau but, met en évidence l'importance de la résilience. La vie peut apporter des changements inattendus et douloureux, mais son histoire montre qu'il est possible de reconstruire et de trouver un sens même après une perte significative. Ce message est crucial car il offre de l'espoir à ceux qui luttent actuellement. Il leur dit que bien que la douleur puisse ne jamais disparaître complètement, il existe un chemin vers l'avant qui inclut la joie et l'épanouissement. De plus, l'histoire de Calista souligne l'importance du soin de soi et de la santé mentale. En période de deuil profond, il est facile de négliger son bien-être. La décision de Calista de se concentrer sur sa santé, de trouver de la joie dans les petites choses et de se rapprocher de ses amis met en lumière des étapes pratiques qui peuvent aider d'autres personnes dans des situations similaires. Cela encourage les gens à prendre soin d'eux-mêmes, à chercher du soutien et à ne pas avoir peur de réembrasser la vie. De plus, son histoire témoigne du pouvoir des souvenirs et de leur rôle dans le processus de guérison. Calista a trouvé du réconfort en regardant de vieilles photos et en se rappelant les moments heureux passés avec son mari. Cet acte de chérir des souvenirs positifs peut être un outil puissant pour faire face à la perte, permettant de rendre hommage à ses proches tout en avançant dans sa propre vie. Enfin, l'expérience de Calista illustre l'importance de vivre dans le présent et de regarder vers l'avenir. Elle nous enseigne que, bien qu'il soit naturel de pleurer et de se souvenir du passé, il est tout aussi essentiel de trouver de nouvelles sources de bonheur et de sens. Cet équilibre est indispensable pour vivre une vie épanouissante, même après avoir vécu une perte profonde. En conclusion, l'histoire de Calista est un puissant rappel de la résilience de l'esprit humain. Elle nous apprend l'importance de prendre soin de soi, le pouvoir de guérison des souvenirs et la nécessité de trouver un équilibre entre honorer le passé et embrasser l'avenir. Son parcours offre espoir et conseils pratiques à quiconque traverse le difficile processus du deuil. Part 2. Trop dépendre de ses enfants pour le reste de sa vie. Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemble la vie des parents âgés vivant avec leurs enfants adultes? Trouvent-ils du réconfort et du bonheur, ou cela mène-t-il à des défis et des déceptions inattendues? Dans notre histoire, Madame Amber, une veuve de 65 ans, partage son parcours émouvant de vie avec sa fille, puis de décision de vivre seule. Son expérience révèle une puissante leçon sur l'indépendance et la recherche du véritable bonheur dans ces années dorées. Restez avec nous alors que nous plongeons dans son histoire et découvrez pourquoi, parfois, la meilleure compagnie que vous pouvez avoir est la vôtre. Les expériences de Madame Amber. Madame Amber, 65 ans, a déclaré « Après le décès de mon conjoint, j'ai vécu avec ma fille pendant de nombreuses années et maintenant, je vis seule à nouveau. Au début, je croyais que le soutien mutuel entre parents et enfants était naturel. Je t'ai élevé quand tu étais jeune et tu m'accompagnes dans ma vieillesse. Cependant, après avoir tout dédié à la famille de ma fille, ce que j'ai reçu en retour, c'était un mépris grandissant au fil du temps. Mon mari et moi étions tous deux retraités. Je n'avais pas pensé à comment vivre seul, croyant que nous vieillirions ensemble, mais une maladie a emporté mon mari, me laissant seul. Ma fille venait d'accoucher d'un petit-fils à ce moment-là, et mon gendre m'a accueilli, disant que je devrais vivre avec eux et prendre ma retraite. J'étais reconnaissante pour leurs conseils et leur réconfort. En voyant mon petit-fils, je le considérais comme une réincarnation de mon mari et consacrais tout mon temps et mon énergie à lui, en aidant aux tâches ménagères chez ma fille. Au début, ma fille et mon gendre me donnaient un peu d'argent chaque mois pour les frais de subsistance. Mais plus tard, ils ont arrêté parce que j'avais ma pension. À mesure que mon petit-fils grandissait,
Ma pension ne suffisait plus pour une famille de 4 personnes. J'en ai parlé à ma fille plusieurs fois, mais elle semblait impatiente, me donnant occasionnellement un peu d'argent, faisant souvent semblant d'oublier. Les personnes âgées parlent beaucoup, et vivre ensemble entraîne inévitablement des désaccords. Parfois, je ne pouvais m'empêcher de critiquer ma fille pour ne pas savoir vivre de manière économe, faisant des achats en ligne chaque jour sans épargner pour les jours difficiles. En ce qui concerne l'éducation de mon petit-fils, ma fille et mon gendre le laissaient se développer naturellement, tandis que je croyais que les enfants devaient être disciplinés dès leur plus jeune âge. Avec le temps, un fossé s'est creusé entre nous. Il me parlait avec moins de politesse et de respect. En réfléchissant à mes années passées chez ma fille, j'ai choisi de vivre seul à nouveau. Lorsque j'ai proposé de rentrer chez moi, ils ont dit qu'ils allaient me manquer, mais étaient visiblement heureux et soulagés. Il semblait que ma présence était devenue un fardeau. Ils avaient besoin de mon aide lorsque mon petit-fils était jeune, mais maintenant, il pouvait se débrouiller seul. De retour chez moi, au début, je me sentais seul et oisive, je n'étais plus occupé, et la vie était simple. Mais je me sentais vide et perdu sans soutien émotionnel. Après un certain temps, j'ai appris à apprécier la solitude. J'ai redécouvert certains de mes centres d'intérêt, rejoint des cours de calligraphie et de peinture, ainsi que des groupes communautaires, et me suis fait quelques amis partageant les mêmes idées. Mes journées sont épanouissantes. J'ai réalisé qu'une vie avec de l'argent, des loisirs et de la liberté est l'idéal que j'ai toujours recherché. Après le décès de mon mari, j'ai enfin vécu la retraite que je voulais. L'histoire de Madame Amber est un puissant rappel de l'importance de l'indépendance et de l'autonomie dans nos années dorées. Alors que l'espérance de vie augmente, de nombreuses personnes se retrouvent confrontées au défi de vivre seules après le décès d'un conjoint. Bien qu'il puisse sembler idéal de vivre avec ses enfants adultes, cet arrangement apporte souvent des difficultés inattendues. L'expérience de Madame Amber met en lumière plusieurs raisons pour lesquelles maintenir son indépendance est crucial pour les personnes âgées. Premièrement, vivre avec ses enfants peut entraîner des conflits en raison des différences générationnelles. L'histoire de Madame Amber montre comment des points de vue divergents sur l'argent, l'éducation des enfants et les habitudes quotidiennes peuvent créer des tensions. Ce n'est pas seulement une question culturelle, mais un problème universel. Aux États-Unis, les familles rencontrent souvent des défis similaires, où le désir d'indépendance entre en conflit avec le besoin de soutien familial. Deuxièmement, le sentiment d'être un fardeau peut être émotionnellement éprouvant. Mme Amber s'est sentie peu appréciée, voire rejetée, après des années à se dévouer pour la famille de sa fille. Cette tension émotionnelle peut engendrer un sentiment d'inutilité et de dépression chez les parents âgés. Dans la culture américaine, où l'indépendance est très valorisée, l'idée d'être un fardeau peut être particulièrement difficile à supporter. Troisièmement, trouver un épanouissement personnel est essentiel pour une retraite heureuse et saine. Madame Amber a finalement découvert la joie dans sa solitude, redécouvrant des loisirs et se faisant de nouveaux amis. Cela souligne l'importance de poursuivre des centres d'intérêt personnels et de rester socialement actif, des éléments clés d'une retraite épanouissante. De nombreux seniors aux États-Unis trouvent le bonheur dans les centres communautaires, les clubs et le bénévolat, qui offrent tous un sentiment de but et d'appartenance. En conclusion, bien que vivre avec des enfants adultes puisse sembler une solution pratique pour les parents âgés, l'histoire de Madame Amber montre que l'indépendance conduit souvent à un plus grand bonheur et épanouissement. Encourager les seniors à trouver leur propre voie et à maintenir leur autonomie peut mener à une retraite plus satisfaisante et digne. C'est une leçon qui résonne profondément dans la culture américaine, où la quête du bonheur et de l'indépendance est une valeur fondamentale. 3. Trouver un nouveau partenaire ou se remarier précipitamment. Envisagez-vous de trouver un nouveau partenaire ou de vous remarier à un âge avancé? Avant de franchir cette étape, écoutez l'histoire de Madame Fong. À 62 ans, elle pensait avoir trouvé une compagnie après le décès de son premier mari, mais elle a dû faire face à des défis et des déceptions inattendues.
Son expérience sert de mise en garde pour quiconque envisage le remariage dans ces années dorées. Rejoignez-nous pour explorer les risques et les réalités du remariage à un âge avancé à travers le parcours de Madame Fong. Vous pourriez découvrir des leçons précieuses qui pourraient vous éviter des regrets futurs. Les expériences de Madame Kelly. Madame Kelly, 62 ans, a déclaré « Ayant vécu 2 mariages, mon premier mari est décédé lorsque j'avais 53 ans. 3 ans plus tard, je me suis remarié, mais ai divorcé en moins d'1 an. Penser à mon 2e mariage me cause encore de la douleur et de la colère. Je veux partager mon expérience pour rappeler à ceux qui envisagent de se remarier d'être prudents. À 50 ans, j'ai pris ma retraite, espérant voyager avec mon mari après sa retraite pour rattraper le temps perdu. Malheureusement, il est mort d'une maladie avant sa retraite. Après son décès, j'ai été plongé dans un profond chagrin pendant longtemps. Mon fils, me voyant si déprimé, était inquiet et voulait que je vive avec lui, mais je ne voulais pas lui causer de soucis. Ils étaient déjà suffisamment occupés. Mon fils voulait alors m'inscrire dans un groupe de voyage pour seniors pour me remonter le moral, mais je ne voulais pas le déranger. Alors je me suis inscrite moi-même à un cours de danse et de récitation de poésie. Là, j'ai rencontré mon 2e mari, M. Gali. Au début, nous n'étions que des connaissances. Un jour, je me suis foulé la cheville en descendant les escaliers. M. Gali m'a immédiatement emmené à l'hôpital et s'est occupé de moi à la maison. Pendant ces quelques jours où je ne pouvais pas assister aux cours, il venait quotidiennement m'aider. Peu à peu, nous nous sommes rapprochés. 2 mois plus tard, M. Gali m'a fait sa demande, disant qu'il m'appréciait et qu'il voulait vivre ensemble pour un soutien mutuel. J'étais heureuse, mais je n'ai pas accepté tout de suite, disant que j'en discuterais avec mon fils. Mon fils n'a pas été opposé, mais a suggéré de rencontrer la famille de M. Gali pour voir comment ils étaient. M. Gali a accepté sans hésiter. Ce soir-là, les 2 familles ont dîné ensemble. Après cela, mon fils m'a conseillé d'observer davantage et de ne pas me précipiter dans le mariage, mais je ne l'ai pas écouté, pensant que M. Gali était suffisamment bien. Quelques jours plus tard, nous avons enregistré notre mariage et j'ai emménagé dans sa maison. Au début, nous nous entendions bien. Bien que je faisais tout le ménage, cela ne me dérangeait pas car je l'avais déjà fait auparavant. Les conflits ont commencé lorsque 3 vieilles amies m'ont invité à voyager. J'ai accepté sans hésitation, mais M. Gali n'était pas content, disant que personne ne ferait le ménage si je partais. Je me suis senti lésé. Est-ce que j'avais été engagé pour faire le ménage? Ce jour-là, nous nous sommes disputés violemment. Il a dit des choses blessantes, insinuant que je ne servais à rien sans le ménage. Pour la première fois, j'ai douté de ce mariage. En revenant du voyage, les choses ont empiré. Le fils de M. Gali a divorcé, laissant un petit-fils chez nous. Au début, je m'en occupais comme s'il était le mien, mais il était gâté, difficile avec la nourriture, faisant des crises s'il n'était pas satisfait. Après quelques jours, je ne pouvais plus le gérer. J'ai parlé à M. Gali, suggérant que son fils reprenne son petit-fils. M. Gali s'est opposé fermement, disant « Tu n'es pas la mère de mon petit-fils, alors ne t'en mêle pas. Si tu ne peux pas le faire, reste en dehors de ça. » Je me suis senti extrêmement lésé, comprenant finalement que le remariage à cet âge est difficile. Il est compliqué d'être accepté par la famille du nouveau partenaire. Après des mois d'endurance, j'ai demandé le divorce car je ne pouvais plus vivre ainsi. Heureusement, le divorce s'est déroulé sans encombre. En y réfléchissant maintenant, je pense que vivre seul peut être solitaire, mais c'est mieux que de faire face à autant de problèmes. Comprendre les défis et les risques du remariage à un âge avancé est crucial pour plusieurs raisons. L'histoire de Madame Kelly illustre les complications potentielles qui peuvent survenir en mêlant des vies à un âge avancé. Premièrement, les remariages entre personnes âgées impliquent souvent des habitudes et des points de vue profondément ancrés, développés sur des décennies. Ces différences peuvent rendre la cohabitation harmonieuse difficile. Contrairement aux jeunes couples, les individus plus âgés peuvent avoir plus de mal à s'adapter au mode de vie et aux attentes d'un nouveau partenaire. Madame Kelly en a fait l'expérience directe lorsqu'elle s'est heurtée à M. Gali au sujet des responsabilités domestiques et des projets de voyage.
De tels conflits peuvent entraîner un stress et une insatisfaction significatifs. Deuxièmement, l'acceptation par la famille d'un nouveau partenaire peut être difficile à obtenir. Les enfants et petits-enfants plus âgés peuvent avoir des routines et des attentes établies qu'un nouveau conjoint perturbe. Dans le cas de Mme Kelly, le fils et le petit-fils de M. Galli ont ajouté une pression inattendue à son nouveau mariage. Le manque d'acceptation et de coopération de la part des membres de la famille peut créer un climat de tension et de ressentiment, rendant le mariage plus difficile à faire prospérer. De plus, la préparation émotionnelle est un autre facteur crucial. Après la perte d'un conjoint, la solitude et la peur de l'avenir peuvent pousser quelqu'un à chercher rapidement de la compagnie. Cependant, cette précipitation peut conduire à ignorer des signaux d'alarme potentiels. La décision rapide de Mme Kelly de se marier avec M. Galli, malgré les conseils de son fils de prendre le temps d'observer et d'attendre, a finalement conduit à une déception et à un autre divorce. La guérison émotionnelle et une évaluation attentive de ses besoins et attentes sont essentielles avant d'entamer un nouveau mariage. Enfin, les complications financières et juridiques sont fréquentes dans les remariages entre personnes âgées. Des questions comme l'héritage, les décisions de santé et le partage des biens peuvent devenir source de litiges. Bien que l'histoire de Mme Kelly n'aborde pas ces aspects, il constitue des considérations importantes pour quiconque envisage de se remarier plus tard dans la vie. En conclusion, bien que la compagnie dans la vieillesse soit précieuse, l'expérience de Mme Kelly souligne l'importance de réfléchir attentivement et d'évaluer minutieusement avant de décider de se remarier. Comprendre ces défis potentiels peut aider les individus à prendre des décisions éclairées qui conduisent à des relations plus heureuses et stables. En conclusion, la vie après la perte d'un conjoint peut être incroyablement difficile, mais il est possible de retrouver la joie et l'épanouissement. En évitant le chagrin prolongé, une dépendance excessive envers les enfants et la précipitation dans une nouvelle relation, vous pouvez créer une vie riche et significative pour vous-même. Prenez soin de votre santé, engagez-vous dans des activités qui vous apportent du bonheur et construisez de nouvelles connexions avec les autres. Adoptez votre indépendance et chérissez les souvenirs de votre être cher tout en regardant vers de nouvelles expériences. Ces étapes peuvent vous aider à guérir et à trouver un nouveau but. Rappelez-vous, la vie est précieuse et chaque moment compte. En faisant des choix réfléchis et en vous concentrant sur votre bien-être, vous pouvez prospérer même après une perte aussi importante. Les histoires de Calista, Mme Amber et Mme Kelly montrent que bien que le deuil soit une réponse naturelle, la résilience et le soin de soi sont essentiels pour aller de l'avant et trouver de la lumière dans les moments les plus sombres. Si vous trouvez cette vidéo inspirante et motivante pour passer à l'action, commentez le chiffre 9. Sinon, commentez le chiffre 0. Votre avis compte beaucoup pour nous. Merci pour votre temps précieux.